Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo, le premier chapitre sur la partie probabilité qui correspond, en gros il reste un gros chapitre que je vais appeler probabilité à faire cette année en cours, et ce gros chapitre je l'ai coupé en 3 petits chapitres. Donc le premier, un peu de théorie des ensembles, on va pour le coup pas encore parler vraiment de probabilité. Je vais juste vous définir, vous me donner plutôt quelques définitions, vous me donner du vocabulaire qui peut être utile et important pour bien comprendre la suite avec les probas. Et à la fin, on va aussi voir comment faire ce qu'on appelle du dénombrement, qui est souvent utile quand on fait des probabilités discrètes. Alors, donc c'est parti. Des définitions. Alors, qu'est-ce qu'un ensemble? Déjà, quand on parle de théorie des ensembles, qu'est-ce qu'un ensemble? Un ensemble, c'est une liste d'objets, donc appelés éléments de l'ensemble, qui partagent une caractéristique commune. Par exemple, ça peut être un ensemble de nombres, ça peut être un ensemble de voitures, par exemple, ça peut être un ensemble de moyens de locomotion, donc il y aurait des voitures, des vélos. Donc un ensemble, c'est ça, c'est qu'il faut vous regrouper plusieurs choses, plusieurs objets qui ont une caractéristique commune. On dit qu'un ensemble grand E est inclus ou contenu, on peut dire les deux, moi je dirais plus souvent inclus, mais contenu ça marche aussi, dans un ensemble F, et on note, vous avez ici la notation E inclus, donc ça se lit inclus dans F, si les éléments de E sont tous des éléments de F. Donc E est dans F, si quand je suis dans E, je suis obligatoirement dans F. Ça c'est intuitif a priori ça. Donc un exemple avec des exemples classiques que vous connaissez, l'ensemble des entiers naturels positifs, 0, 1, 2, 3, 4, 5, il est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 avec moins 1, moins 2, moins 3, qui est inclus dans l'ensemble des rationnels, par exemple 1 demi, 3 quarts, des choses comme ça, qui est lui-même inclus dans l'ensemble de tous les réels, où vous rajoutez racine de 2, pi, ce genre de choses. Et j'aurais pu mettre une autre inclusion, c'est inclus dans l'ensemble des complexes qu'on a vu aussi cette année. Notation, donc souvent pour les ensembles, on va noter des grandes lettres, des lettres majuscules, A, B, oméga. On aura souvent oméga en probabilité. Et on va noter pour un élément d'un ensemble des petites lettres, donc petit a, petit b, petit oméga. Définition, quand est-ce que deux ensembles sont égaux? S'ils ont les mêmes éléments, c'est-à-dire c'est ce qui est dans E est aussi dans F, et ce qui est dans F est aussi dans E. On peut aussi dire ça par le fait que E doit être inclus dans F et que F doit être inclus dans E. C'est un peu deux nombres sont égaux, je peux dire que, alors je vais dire des choses très tautologiques ici, très basiques, 2 égale 2, je peux dire que 2 c'est inférieur ou égal à 2, mais aussi que 2 c'est supérieur ou égal à 2, et donc 2 égale 2. C'est un peu bête ce que je vous dis là, mais c'est du même ressort que ce qu'il y a là. Donc quand E égale F, c'est que E est inclus dans F et que F est inclus dans E. Notre définition. Donc si je suppose que j'ai un ensemble fini, c'est quoi un ensemble fini? C'est un ensemble où il y a un nombre fini d'éléments dedans. Exemple d'ensemble infini, l'ensemble des entiers naturels par exemple. Donc les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas de fin, vous allez jusqu'à l'infini. Donc l'ensemble des entiers naturels est un ensemble infini. Et si j'ai un ensemble fini, donc avec un nombre fini d'éléments, on appelle cardinal de E le nombre d'éléments de E. Donc cardinal de E, soit on va noter card E, ou bien on va noter E ici avec une sorte de valeur absolue autour, avec des barres autour du E. Donc voilà ici les notations qu'on va utiliser pour le cardinal d'un ensemble. Donc, cardinal, c'est le nombre d'éléments dans un ensemble. Donc, prenons un exemple bête. Dans l'ensemble 1, 2, 3, il y a 3 éléments. Donc le cardinal est 3. Autre définition, on peut aussi des fois avoir besoin de ce qu'on appelle l'ensemble vide. Donc un ensemble où il n'y aurait rien dedans. Donc on appelle ça l'ensemble vide, celui où il n'y a rien dedans, et on note ce symbole-là. Donc ce symbole signifie ensemble vide. Donc c'est un ensemble qui ne possède aucun élément, il n'y a rien dedans, il est vide. Définition qu'on va pas vraiment beaucoup utiliser, mais je vous le mets pour être un peu complet. Je vous la mets pour être un peu complet. Si je considère un ensemble quelconque, alors je vais noter P majuscule de E, l'ensemble des sous-ensembles de E. On appelle ça aussi l'ensemble des parties de E. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des A, où A est lui-même un sous-ensemble de E. Donc ça, c'est un peu abstrait, c'est même très abstrait, parce que P de E, c'est un ensemble d'ensembles. Donc on commence à rentrer dans un truc un peu abstrait, mais qui est des fois utile en pratique. Vous en faites pas, on va vraiment pas rentrer dans le détail pour ce genre de choses. J'ai une proposition pour culture personnelle. Si j'ai E qui est un ensemble fini de cardinal n, c'est-à-dire qu'il y a n éléments dedans, alors le cardinal des parties de E, c'est 2 puissance n. Voilà, juste un exemple très rapide. Si je prends l'ensemble où il n'y a que 0 et que 1 dedans. Donc je prends un ensemble, il n'y a que 0 et que 1 dedans. Quels sont les sous-ensembles que je peux faire avec? Je peux d'abord rien prendre, c'est-à-dire l'ensemble vide. Je peux aussi ne prendre que 0. Ça me fait un deuxième ensemble. Je peux aussi ne prendre que 1, ça me fait un troisième ensemble. Et je peux aussi prendre 0 et 1, ça me fait un quatrième ensemble. Et si vous regardez bien, il n'y en a pas d'autres possibles. Là, dans E, j'avais 2 éléments. 2 puissance 2, ça fait 4. Et P de E, il y a bien 4 éléments dedans. C'est un petit exemple comme ça, si vous voulez un petit peu voir ce genre de choses. Opération ensembliste. Donc, on va pouvoir faire des opérations sur les ensembles. Donc, je prends E un ensemble et A et B deux sous-ensembles de E. C'est-à-dire A et B des parties qui sont incluses dans E.
Réunion. Donc la réunion de deux ensembles A et B, qu'on note A union B, donc ce U ici veut dire union, est l'ensemble constitué des éléments de A et des éléments de B. Donc A union B, c'est l'ensemble des éléments de E qui sont dans E ou dans B. Donc il faut bien retenir, une union en français, ça veut dire ou. D'accord? Donc une union mathématique, c'est un ou en français. On a toujours, si je prends un ensemble et que je prends un ensemble ou rien ou un ensemble, bah c'est l'ensemble de départ. D'accord? Donc faire l'union avec l'ensemble vide, ça revient à ne rien changer. On a aussi l'intersection. Donc l'intersection de deux ensembles A et B, notée A inter B, donc là ce U, cette sorte de U à l'envers veut dire inter, A inter B, est l'ensemble constitué des éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Donc là, pareil, notation ensembliste, A inter B, c'est l'ensemble des éléments de E qui sont dans E, pardon, ah j'ai une faute de frappe là, juste de l'avoir, faut que je corrige ça. Donc il faut corriger ici, c'est l'ensemble des éléments dans E qui sont à la fois dans A et dans B, donc à la fois dans A et dans B, d'accord? Donc ce qui est important de retenir, c'est que l'intersection, c'est un et. L'union, c'est un ou. L'intersection, c'est un et. On a toujours A inter ensemble vide égale ensemble vide inter A égale l'ensemble vide. Donc traduisons-le en français, si je prends un élément et rien du tout, bah en fait j'ai pris rien du tout. Parce que quand mon et, il faut que je prenne les deux. Donc j'ai pris rien du tout au final. Et on a toujours que A inter B, c'est inclus dans A union B. Un élément qui est à la fois dans A et à la fois dans B, bah il est bien à la fois, il est aussi dans A ou dans B. D'accord? Il est même dans les deux. Donc ça marche. Pour être dans l'union, je vous rappelle, il faut être dans l'un ou dans l'autre. On peut aussi être dans les deux si on le souhaite. Et lorsque A et B n'ont aucun élément en commun, on dit qu'ils sont disjoints. Et on note A inter B égale l'ensemble vide. Donc s'il n'y a rien en commun entre l'ensemble A et l'ensemble V, ils sont disjoints. Et enfin, si A et B sont finis, c'est-à-dire qu'il y a un nombre fini d'éléments dedans, le cardinal de A union B, c'est-à-dire le nombre d'éléments dans A ou dans B, c'est quoi? C'est le nombre d'éléments dans A, plus le nombre d'éléments dans B, et il faut que je retire ceux que j'ai comptés deux fois. Quels sont ceux que j'ai comptés deux fois? C'est ceux qui étaient à la fois dans A et dans B, donc fait moins le cardinal de A inter B, c'est-à-dire moins nombre d'éléments dans A inter B. Donc si je prends E un ensemble et 1 sous-ensemble de E, je vais considérer le complémentaire de A dans E, qu'on va noter soit ici E, cette barre veut dire privé de A, donc E privé de A, ou quand il n'y a pas de doute, on mettra juste A barre, quand il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que j'ai un seul gros ensemble E. Et donc c'est l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas des éléments de A. Donc le complémentaire de A, c'est tout ce qui n'est pas dans A, si vous préférez. Donc j'ai écrit là, l'ensemble A bar, c'est l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A. Donc ça le appartient barré, ça veut dire n'appartient pas à A. On a toujours que si je fais A union A bar, ça fait E, bah oui, regardons. Hein. Donc union, c'est être dans l'un ou dans l'autre. Bah soit je suis dans A, soit je suis pas dans A. Donc effectivement, bah, quand je fais ça, j'ai bien tout. Par contre, A inter A bar, c'est l'ensemble vide. Bah logique, je peux pas être à la fois dans A et à la fois pas dans A. Donc l'intersection de ces deux ensembles, c'est l'ensemble vide. Alors, dernière définition, enfin dernière je sais pas, mais de cette partie, on considère E un ensemble et je vais prendre N sous-ensemble de E, donc A1, A2N des sous-ensembles de E. On va dire que ces sous-ensembles forment une partition de E si, alors je fais d'abord des définitions mathématiques, après je la traduis en français. Donc une partition de E si quoi? Bah si pour chaque sous-ensemble est différent de l'ensemble vide, pour tout i dans un N, donc A1 est différent de l'ensemble vide, A2 aussi, AN aussi. Si AI interagit est toujours égal à l'ensemble vide si I est différent de J, autrement dit, il ne peut pas avoir un même élément dans deux ensembles différents. Et enfin, si, quand je fais l'union de tous les AI, j'obtiens mon espace E de départ. Une partition traduite en français, c'est ce que vous faites très souvent. Si vous mangez des pizzas entre potes, bah vous faites une partition de la pizza. Donc c'est quoi hein? Une partition, c'est couper un ensemble en sous-ensembles. Et bah, on va prendre l'exemple de la pizza. Vous prenez une pizza, c'est votre E. Vous coupez votre pizza en plusieurs parts, les parts ça va être A1, A2, AN, et qu'est-ce que vous voulez? Bah vous voulez qu'il n'y ait aucune part qui soit vide. Si vous donnez une part vide à un de vos potes, c'est que vous l'aimez vraiment pas, il va pas être content. Vous voulez aussi qu'il n'y ait rien en commun entre deux parts. Donc AI interagit égale ensemble vide, c'est qu'il n'y a pas des choses en commun entre les deux parts, pour pas que deux potes se disputent la même chose. Et enfin, chose logique, si vous avez bien partagé votre pizza, bah si vous la coupez mais vous la mangez pas, il vous reste votre pizza en entier. Donc c'est ça que veut dire cette dernière égalité ici. Donc c'est ça une partition, c'est couper une pizza, couper un gâteau, ce que vous préférez, hein, mais ça correspond vraiment à ça. Quelques propriétés, bon je vais passer assez vite là-dessus parce que c'est un peu pénible à dire à l'oral. Donc commutativité, bah
je vais le dire avec des et et des ou. Tiens, A et B, c'est pareil que B et A, c'est logique. A ou B, c'est pareil que B ou A, c'est logique. Associativité, c'est je peux faire dans l'ordre que je veux. A ou B ou C, c'est pareil que A ou B ou C, c'est pareil que A ou B ou C. Et pareil avec les et. D'accord? Si vous faites avec des ou et des et, c'est assez logique en français. Distributivité, c'est un peu, c'est un petit peu lourd à dire à l'oral, mais vous pouvez distribuer comme si vous distribuiez un fois avec un plus, par exemple. Ce qu'il faut retenir. Et les lois de Morgan qui vous disent que si je prends le complémentaire de A ou B, bah c'est pas A et pas B. Et si je prends le complémentaire de A et B, bah c'est pas A ou pas B. Et enfin, pour terminer ce chapitre, le dénombrement. Donc, dénombrement, on va fixer un ensemble de n éléments. Donc, je prends un ensemble, je suppose qu'il y a n éléments dedans, et je fixe un k plus petit que n. Donc d'abord, on va considérer qu'est-ce que c'est qu'un arrangement avec une permutation. Donc on appelle arrangement, on est là, on appelle arrangement de k éléments de E, ou on dit aussi des fois k arrangement de E, pour aller plus vite. Un k-uplet, je vous dis dans 2 secondes ce que ça veut dire, un k-uplet, donc un k-uplet ordonné d'éléments 2 à 2 distincts de E. Qu'est-ce que ça signifie? Il manque quelque chose d'abord, pardon. On note ANK le nombre d'arrangements de E. Autrement dit, ANK c'est quoi? Donc un k-uplet ordonné, ça veut dire je prends k éléments dans E, et ordonné, ça veut dire que l'ordre il compte, c'est-à-dire x1 il est avant x2, qui est avant x3, etc., qui est avant xk. Donc là, quand je mets des parenthèses, c'est que l'ordre il compte. Donc je prends k éléments dans E, je leur donne un ordre, et je rappelle quand j'avais E avec n éléments, j'en prends k qui est plus petit que n dedans, et le nombre de façons possibles qu'on peut faire ça, on appelle ça ANK, le nombre qui est donné ici. Donc ce que je viens de vous dire grosso modo, vous avez la phrase ici, il s'agit donc du nombre de possibilités de prendre k objets de façon ordonnée parmi n objets distincts. Le n correspond au cardinal de E. Je répète ça. Si vous voulez, voilà, vous avez un sac avec n objets. Bah, ce qui va se passer, vous posez la question, tiens, combien j'ai de possibilités, alors je vais oublier les n, j'ai un sac avec 10 objets. Vous voulez savoir combien j'ai de possibilités de prendre 5 objets parmi ces 10 et de les classer. Ben, en fait, cette possibilité s'appelle A5, 10. Donc A5, 10 ici. D'accord? Si vous prenez un objet, ben lui c'est le premier. Prenez un autre objet, c'est le deuxième, un autre le troisième, un autre le quatrième, et le dernier c'est le cinquième. Donc l'ordre dans lequel vous avez pris les objets compte. Pour un arrangement, l'ordre des objets compte. C'est ça qu'il faut retenir. On a la formule suivante, du coup, bah, c'est assez intuitif si on regarde bien. Comment je fais pour compter le nombre de façons pour prendre? Bah, reprenons mon exemple avec mon sac où il y a 10 objets. Bah, quand vous allez prendre le premier objet, vous avez le choix parmi 10. Donc vous allez commencer par 10, qui là ici correspond à n. Puis cet objet, vous le posez. Du coup, quand vous allez reprendre un objet dans le sac, il n'en reste plus que 9. Donc vous allez avoir le choix parmi 9 objets ici. Et vous allez faire ça jusqu'à quoi? Bah, quand vous allez prendre le cinquième, bah, il vous restera plus que 6 choix pour prendre ce cinquième. D'accord? Et du coup, ça va donner cette chose-là. Ici, n-k plus 1. Qu'on pourrait écrire avec la définition des factoriels qui est rappelée ici. Bah ça correspond à quoi? Si vous pouvez vérifier, c'est plus facile de vérifier de la droite vers la gauche. Si vous faites n factoriel sur n-k factoriel, et vous obtenez la formule qui est donnée ici. Combinaison maintenant. Je me rends compte que j'ai enlevé la partie permutation. Bon, comme c'est lié, je vous le dis rapidement. C'est quoi une permutation? C'est c'est prendre n objets parmi n. Donc une permutation, c'est quand j'en prends n parmi les n, ce qui compte, c'est juste que je les ai classés. Donc une permutation de n objets, ça correspond en gros à classer mes n objets. Combinaison. Alors on appelle combinaison de k éléments de l'ensemble E ou k combinaison de E, tout sous-ensemble de E ayant k éléments. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu avant, mais vous allez voir qu'il y a une nuance. On note CNK ou K parmi N, c'est quelque chose qu'on a déjà vu ensemble, hein, cette chose-là, quand on a fait des complexes et qu'on a vu la formule du binôme de Newton. Donc on appelle CNK ou K parmi N le nombre de combinaisons de E. Autrement dit, CNK c'est le nombre de façons qu'on a pour prendre K objets, donc x1, xk parmi n, mais c'est quoi la différence par rapport aux arrangements? C'est que là j'ai pas des parenthèses, j'ai des accolades. D'un point de vue mathématique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'en fous de l'ordre. Donc pour un arrangement, mes objets, je les ai pris, je les ai classés, il y avait un ordre, celui que j'ai pris en premier, c'était le premier, celui que j'ai pris en deuxième, c'était le deuxième. Pour une combinaison, je vais prendre mes objets pareil, mais je m'en fous complètement dans quel ordre je les ai pris. Je peux les prendre, les ranger n'importe comment, peu importe dans quel ordre j'ai pris mes objets. Donc c'est ça la différence entre les deux. Donc ce nombre, on l'appelle coefficient binomial. La différence, c'est que donc dans un arrangement, l'ordre compte, c'est bien important. Donc, dans un arrangement, l'ordre compte. Dans une combinaison, l'ordre ne compte pas. C'est ça la différence entre les deux. Voilà, il faut bien avoir ça en tête, la différence entre les deux. Et du coup, si on réfléchit un peu, avec une K combinaison, on peut faire K factoriel, K arrangement. Comment ça marche?
C'est quoi une K combinaison? J'ai pris K objets parmi N et je m'en fous de leur ordre. Comment je fais des arrangements avec cette K combinaison? Je vais classer mes K objets. Et quand il y a cette façon de classer mes K objets, j'en ai factoriel K. Le premier, j'ai K choix. Le deuxième, j'en ai K-1. Deuxième, K-2. Et comme je les classe tous, je vais faire ça jusqu'au dernier objet. Donc on trouve bien K factoriel. Et grâce à ce raisonnement, on trouve la formule de CNK qu'on a vue, qui est ici. Donc CNK, c'est quoi? C'est ANK sur factoriel K. Et donc c'est N factoriel sur K factoriel, facteur de N-K, le tout factoriel. Comme je vous l'ai dit, c'est ça où est-ce qu'on l'a déjà vu quand on a fait la formule du binôme de Newton. Donc formule du binôme de Newton nous dit que A plus B à la puissance n, c'est la somme pour k égale 0 à n des CNK A puissance k fois B puissance n-k. Cette chose-ci, on l'a utilisée, et comment on l'utilisait? On faisait le triangle de Pascal, on passait pas par la formule. En pratique, on fait souvent le triangle de Pascal, même si en proba, on va quand même des fois devoir passer par la formule. Et là, j'ai tout ce qu'il faut pour vous expliquer d'où vient cette formule. En fait, A plus B, le tout à puissance n, ça revient à faire quoi? Ça revient à faire A plus B fois A plus B, et n'hésitez pas à prendre une feuille pour écrire ce que je dis là. Donc je recommence. A plus B, le tout à la puissance n, ça revient à faire A plus B fois A plus B fois A plus B fois A plus B, etc. Et vous allez faire à la fin fois A plus B, et en fait vous aurez écrit n fois le terme A plus B. Et quand vous allez développer, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez développer, soit vous allez d'abord prendre que des A par exemple, prendre tous les A, ou prendre tous les B, ou bien tous les cas intermédiaires. Comment ça va fonctionner les cas intermédiaires? Vous allez fixer un certain cas et vous allez dire, quand je prends K fois le terme A, forcément, vu que j'ai n termes au total, j'aurais pris n-k fois le terme B. Et ce qui va se passer, c'est que j'ai pris K fois le terme A, mais je pouvais le prendre où je voulais. Je pouvais prendre dans les K premiers termes, ou dans les K derniers termes de mon produit, ou prendre un coup sur deux. Bref, j'ai plein de façons de le faire. Et ce plein de façons de le faire, c'est quoi? C'est comment je fais pour prendre K objets, mes KA, parmi mes n éléments qui sont les termes A plus B, A plus B, A plus B. Et ça correspond à faire quoi? Faire K parmi n, c'est-à-dire CNK. C'est de là que vient cette formule, si on veut essayer de la comprendre. Si vous n'avez pas compris ça, c'est pas dramatique du tout. C'était pour essayer de vous le comprendre. Au pire, c'est pas grave. Vous pouvez très bien comprendre le cours sans avoir compris ça. Mais pour ceux qui ont une petite curiosité scientifique, ça peut être intéressant de voir ce raisonnement-là, et ça vous permet de mieux retenir cette formule en fait. Et pour terminer ce chapitre, je vous ferai un exemple, donc comme d'habitude je le ferai plutôt avec une vidéo au tableau, ou un petit exemple sur un exemple des combinaisons et du dénombrement, c'est les mains au poker. Donc comment savoir, quand vous avez une jeu au poker, on prenait 5 cartes, dans un jeu de 52 cartes, vous avez il y a 2 598 960 mains différentes, et vous avez 40 possibilités d'avoir une quinte flush, 624 d'avoir un carré, etc., etc., etc. Et ça, je vous le présenterai sur une vidéo. Je ne ferai peut-être pas les calculs en détail, mais je vous présenterai la démarche de comment on fait ce genre de choses. Et ça continue derrière, proba d'avoir 2 paires ou d'avoir une seule paire. Ça termine donc ce chapitre d'introduction des probas, donc avec un peu de théorie des ensembles. On n'a pas encore vraiment fait des probas, mais cette théorie des ensembles va nous être plutôt utile et plutôt pratique pour faire des probas derrière.